À l'ordre, s'il vous plaît. La Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Nous recevons donc le groupe Québec réunifié avec ses 4 représentantes. Bienvenue à la Commission des relations avec les citoyens, mesdames, messieurs. Je vais vous demander d'abord de vous présenter et vous allez bénéficier d'une période totale de 10 minutes pour votre exposé. Par la suite, on va échanger avec les parlementaires. Alors, le temps débute maintenant. Bonjour à tous. Alors, je tiens tout d'abord à exprimer notre profonde gratitude pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. C'est avec un sentiment de devoir civique et un engagement profond envers notre société, surtout envers les Québécois, parrainant leurs partenaires de vie et ou enfants, que nous, les membres du collectif Québec réunifié, avons répondu à votre invitation. Alors, moi, je m'appelle Rydia Lévesque-Martinet. Je suis née et j'ai grandi au Québec. Je suis fille d'immigrants et j'attends la résidence permanente de mon mari du Brésil depuis plus d'1 an, sans nouvelles. Notre collectif, que j'ai fondé le 22 juin 2023, a été créé avec la vision de défendre les droits et le bien-être des familles du Québec. Ce collectif réunit plus de 500 personnes concernées par le regroupement familial au Québec. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Cindy Fiata, notre responsable des communications, ainsi que de Kiyoshi Mukai et Nathalie Coursin, 2 membres de notre collectif. Et encore une fois, merci de nous avoir donné l'occasion de partager notre perspective. Je laisse la parole à Cindy. Alors bonjour, aujourd'hui je souhaite vous raconter mon histoire. Je suis originaire d'une petite île de la Caraïbe et je suis arrivée au Québec le 15 août 2009 avec un permis d'études. Ce ne fut pas facile, mais je me suis accrochée, j'ai complété mes études et obtenu mon diplôme. J'ai par la suite obtenu ma résidence permanente et ma citoyenneté canadienne. D'ailleurs, l'un des plus beaux jours de ma vie fut le 29 avril 2016, lors d'un retour de voyage et qu'un agent frontalier à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau m'a dit « Bienvenue chez vous ». Quel soulagement! Enfin, je me sentais acceptée et reconnue par la province que j'ai choisie. Les années ont passé, j'ai même complété 2 maîtrises et je continue de travailler dans mon domaine, l'enseignement, en tant qu'enseignante au primaire et chargée de cours à l'université. Je suis propriétaire et cofondatrice d'une entreprise qui aide les enseignants. J'estime personnellement avoir un parcours exemplaire, mais pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aux yeux du gouvernement, j'ai commis une erreur, celle d'être tombée en amour avec un ressortissant étranger. Au bout de 4 ans de relation, 16 mois de traitement de résidence permanente et 2 visas visiteurs refusés, notre relation et ma vie a heurté un mur le 22 juin 2023 à la découverte des nouveaux délais de traitement de 24 mois au Québec au lieu de 13 mois pour le reste du Canada. S'en est suivi une série de douches froides. Premièrement, la découverte de la mise en place d'un quota de 10 600 pour l'année 2023 et pire, l'annonce d'une diminution de ce quota à 10 400 pour les années 2024-2027. N'oublions pas les nombreuses lectures et auditions d'histoires familiales plus dramatiques les unes que les autres. Mais ce mur, je ne suis pas la seule à l'avoir heurté et ces douches froides, je ne suis pas la seule à les avoir subies. Bonjour à tous. En effet, Cindy n'est pas un cas particulier. Nous sommes nombreux à subir ces délais, comme vous le savez. Au moins 36 800 personnes sont dans l'attente de validation de la résidence permanente dans notre catégorie au Québec. Pour pouvoir vous restituer un portrait fidèle de ces personnes, Québec réunifié a mené une enquête en interne auprès de 132 personnes en cours de parrainage au Québec. Avant la présentation de ce portrait, je tiens à dire que pour ma part, je suis demandeur principal, d'origine française, en attente de la résidence permanente depuis maintenant 19 mois. Donc, permettez-moi d'utiliser le pronom « nous » pour parler de l'ensemble des demandeurs principaux. Nous sommes majoritairement des demandes externes, c'est-à-dire que nous vivons à l'extérieur du Canada et nous subissons une séparation physique longue avec notre partenaire québécois. Nous voyons d'ailleurs actuellement nos demandes de visa visiteurs trop souvent refusées malgré les dernières directives fédérales. Nous sommes aussi des demandes internes qui, même si vivre avec notre partenaire peut apparaître plus facile, nous subissons aussi diverses conséquences de cette longue attente. Nous sommes majoritairement francophones et francophiles puisque nous sommes 88% à pouvoir entretenir à minima une conversation basique en français. Nous provenons de multiples pays comme le Maroc, le Sénégal, la France, les États-Unis, le Liban, le Brésil, le Guatemala ou même le Mexique. Nous avons des métiers diversifiés et dont certains sont en pénurie au Québec. Nous sommes mécaniciens, infirmiers, policiers, ingénieurs, professeurs, architectes et bien d'autres. Nous irons nous installer avec nos parrains dans leur logement, partout au Québec. Bien sûr, nous irons à Montréal et sa grande région, comme 42% de la population actuelle au Québec, mais aussi à Québec, Sainte-Marceline de Kildare et même Rimouski.
Nous sommes jeunes puisque nous avons majoritairement moins de 35 ans. Nous sommes très nombreux à avoir notre CSQ en main et nous sommes 17% qui l'ont depuis 1 an et plus. Enfin, nous devons attendre de bien trop longtemps pour rejoindre notre partenaire québécois et commencer notre vie familiale. Cette attente a des conséquences sur notre vie et notre santé physique et mentale et je laisse Cindy et Kyoshi vous les présenter. En effet, il est important de comprendre que nous considérons le délai de 24 mois comme ne prenant pas en compte l'ensemble du portrait des étapes de la demande. Il est important de noter que pour les familles, le délai commence réellement lors de la prise de décision d'immigrer au Québec. À ceci s'ajoute la préparation du mariage pour certains, le temps qu'il faut pour rassembler les documents, les traduire au besoin, la prise de contact avec un avocat au besoin, l'acte de compléter la demande et enfin le dépôt de cette dernière. N'oublions pas de nommer les dossiers qui peuvent être retournés et la possibilité de CSQ non envoyés au fédéral. Pendant tout ce temps, nos vies sont littéralement mises sur pause. Nous repoussons nos projets d'enfants, d'achat de maison et de célébration des fêtes de fin d'année, entre autres. En ce qui a trait à la santé mentale, toujours selon notre enquête interne, 77% des parrains souffrent d'anxiété et d'angoisse. De plus, 58% des parrains souffrent d'un état dépressif. À cela s'ajoute la détérioration de la santé physique de 45% des parrains et demandeurs qui se retrouvent dans l'obligation d'effectuer des séjours à l'hôpital sans les membres de leur famille. N'oublions surtout pas la souffrance subie par les demandeurs externes qui sont en danger dans leur pays. Enfin, de nombreux membres ont témoigné leur envie de quitter le Québec ou ont déjà quitté la province en raison des quotas et des longs délais. Ils ne peuvent plus supporter la séparation et le Québec perd donc de la main-d'œuvre qualifiée. Bonjour, je m'appelle Kyoshi Mukai, je viens des États-Unis et je suis résident permanent issu du volet travailleur économique du Québec. Je vais maintenant vous parler des délais qui ont un impact direct sur l'appauvrissement des familles. Pour les cas externes, les couples sont séparés et doivent élever une famille depuis 2 pays différents. De ce fait, un budget important est alloué au voyage pour maintenir la relation familiale. Pour les cas internes, vous n'êtes peut-être pas au courant que les époux et les conjoints en attente de leur résidence permanente n'ont habituellement pas accès à la RAMQ pendant un long moment. Durant ce temps, les familles espèrent que personne ne tombe gravement malade ou, dans le cas des femmes, qu'elles ne deviennent pas enceintes. Saviez-vous que sans RAMQ, un accouchement au Québec pourrait coûter jusqu'à 20 000 $? Autre exemple, les demandeurs en attente à la résidence permanente et le CSQ en interne sont considérés comme des étudiants internationaux et doivent payer des frais de scolarité extrêmement élevés s'ils veulent combler les exigences pour évaluer et exercer leur métier réglementé. Et maintenant, je laisse la parole à Ridia pour vous donner nos propositions pour mieux prendre en compte notre catégorie pour votre futur plan d'immigration. Alors, avant de vous rappeler les demandes du collectif, je vais vous citer un extrait de l'article 392 du Code civil du Québec. Les couples sont tenus de faire vie commune. De plus, les Québécois vont continuer à rencontrer leurs âmes sœurs aux 4 coins de la planète parce que l'amour ne connaît pas de frontières. Le regroupement familial continuera ainsi de faire partie du portrait québécois pour de nombreuses années, apportant une richesse, une main-d'œuvre qualifiée et des familles multiculturelles, permettant le développement de notre belle province que tant de gens choisissent avec leur cœur. Nous souhaitons tout de même prendre un instant pour souligner la sensibilité à notre cause et les efforts de la CAQ pour ajuster à la hausse leur quota de 2020 à 2022 afin de rattraper les effets de la COVID et aussi, actuellement, pour les 7 665 résidences permanentes délivrées pour le Québec depuis le début de l'année. Ce sont des chiffres du 31 juillet. Donc, voici nos 2 demandes. Premièrement, nous demandons le traitement prioritaire et immédiat des demandes actuelles qui détiennent déjà un CSQ en travaillant conjointement avec IRCC pour assurer un traitement juste et équitable selon l'ordre logique du premier arrivé, premier servi. Et deuxièmement, après avoir réglé le point précédent, nous demandons la mise en place d'un seuil raisonnable pour permettre de traiter les futures demandes dans un délai de 12 mois dans votre futur plan. On a eu un entretien avec un représentant du bureau de Mark Miller et il a avoué que IRCC serait capable de terminer le traitement des dossiers très rapidement si le Québec lui permettait. Souhaitant collaborer avec le gouvernement afin d'élaborer des solutions, nous avons également une question pour vous, Madame la ministre. Que proposez-vous comme stratégie pour apaiser les souffrances des familles québécoises? Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, pour vos témoignages également. Ils vont certainement susciter de plusieurs questions. Alors, on va commencer avec la banquette gouvernementale, donc par la ministre, avec une période de 16 minutes 30 secondes. Le micro est à vous.
Merci, Madame la Présidente. Alors, merci à vous quatre de prendre part à cet exercice sur un thème qui est d'importance collectivement, qui vous est cher, bien sûr. Donc, merci de votre engagement dans la société québécoise, votre engagement dans ce débat, dans cet exercice démocratique qui est d'importance. Alors, merci de partager aussi votre expérience, votre vécu, vos propositions. C'est particulièrement intéressant dans le cadre de cette commission parlementaire. Donc, un grand merci pour ça. Vous dire dans un premier temps que je suis très sensible au stress vécu par vous, par les familles en général qui sont en attente de décisions pour des demandes, donc dans le programme de regroupement familial. Alors, c'est quelque chose qui me touche et bien sûr, c'est quelque chose qui est à prendre en considération dans le cadre des discussions que l'on a dans le cadre de cette commission. J'ai constaté, en fait, avant de commencer sur des questions, j'aimerais apporter là, une précision par rapport à un élément qui apparaît dans votre mémoire. À la page 4, en fait, vous faites mention là, que la non-maîtrise du français serait la raison principale expliquant le seuil actuellement fixé par le Québec dans la catégorie du regroupement familial et donc que de très nombreux candidats là, francophones ou bilingues n'ont toujours pas obtenu la résidence permanente. Alors, je voudrais juste clarifier les choses pour indiquer qu'en fait, la maîtrise du français ne constitue pas un critère de sélection qui est établi par le gouvernement fédéral dans la catégorie du regroupement familial. En fait, donc, le Québec n'applique pas ce critère et il n'a pas été question non plus de le faire dans un futur rapproché. Donc, il n'y a pas d'obstacle qui est posé par cet élément que vous soulevez dans le mémoire. Donc, je tenais à préciser ça pour bien clarifier les choses, puis voilà, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. En fait, le niveau d'admission que le Québec prévoit dans la catégorie de regroupement familial est établi en tenant compte d'une variété de facteurs, mais la connaissance du français n'en fait pas partie. J'aimerais aussi préciser qu'il y a d'autres voies d'immigration pour certains membres de la famille. Par exemple, il ne faut pas oublier que les travailleurs qui souhaitent venir avec leurs conjoints et leurs enfants peuvent les inclure dans leur demande de permis de travail. Donc, ça, on va ouvrir là, nos programmes économiques à une plus vaste gamme de travailleurs et de profils. Vous l'avez vu, j'imagine, avec la réforme des programmes d'immigration économique qu'on a mis de l'avant au printemps dernier. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose qui peut aider, qui peut être une solution pour tous les cas, mais néanmoins, je tenais à le souligner qu'il y a cette possibilité-là également d'inclure des membres de la famille. En page 6 de votre mémoire, vous mettez l'accent sur l'importance de réussir l'intégration des personnes immigrantes issues du regroupement familial. Bon, si on met à part là, la question des délais, parce que je vous entends très clairement là, quant aux délais que vous souhaitez voir raccourcis, qu'est-ce que vous diriez qui sont les conditions de succès d'une intégration réussie en matière de regroupement familial? J'aimerais que vous me partagiez votre vision des choses là-dessus. Alors déjà, de un, je vais en fait vous relater de mon expérience personnelle en tant qu'intégration. J'étais immigrante moi-même au Brésil pendant 2 ans. Et en fait, quand tu es dans un contexte familial, l'intégration se fait très facilement. Mon mari vient de la campagne au Brésil, en région. Et moi-même, quand j'ai vécu là-bas, il m'a aidé, il m'a fait apprendre le portugais, sa famille m'a aidé. Il m'a intégré dans sa culture, donc tout ce qui a rapport avec la nourriture, les coutumes et tout. Donc, niveau intégration, ça se fait facilement quand même d'une certaine manière. Et surtout qu'en ce moment au Québec, le Québec met beaucoup d'emphase sur la francisation. Le gouvernement a mis beaucoup d'efforts sur l'intégration. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas beaucoup de problèmes sur l'intégration de nos familles, surtout qu'on est déjà ici au Québec, on est déjà un pied au Québec, un logement. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait naturellement, sans problème. Intervention sur le sujet, d'autres réactions? Oui, moi aussi, je peux donner mon point de vue sur l'intégration qui est faite au Québec. Comme j'ai mentionné dans notre présentation, moi-même, je viens des États-Unis. Je suis entré en tant que travailleur économique ici au Québec. Je suis maintenant résident permanent.
Je parlais déjà le français avant d'arriver, donc je ne devais pas faire la francisation, mais ma femme que je parraine, elle vient du Guatemala. Donc, elle a fait de la francisation et nous deux, on était dans le programme Objectif Emploi, qui est Objectif Emploi qui aide les immigrants avec leur insertion au marché du travail. Et ce que l'on a trouvé, ça, selon notre expérience, l'initiative et les objectifs du gouvernement sont bons par rapport à ça. Par contre, la manière dont le système fonctionne, ça ne fonctionne pas très bien. On sait déjà qu'avec la francisation, il y avait beaucoup de problèmes avec les gens qui sont en attente de la francisation. Je pense que le devoir en parler de ça concernant la rentrée scolaire. Ma femme a fait ses cours de francisation dans un centre qui avait, selon elle, une trentaine d'étudiants pour une seule prof. Il y avait pas beaucoup de gens qui travaillaient là-bas. Les étudiants devaient passer le temps à nettoyer les salles de classe parce qu'il n'y avait pas de personnel au lieu d'apprendre le français. Et la prof, quand elle était affectée par la COVID, elle avait une forte fièvre et devait continuer à enseigner en présentiel. Donc, je pense qu'avec la francisation, il y a comme des choses peut-être on pourrait améliorer parce qu'on connaît beaucoup de gens dans la communauté latino aussi qui veulent apprendre le français, mais des fois, le français n'est pas toujours accessible. Il faut aussi avoir un CSQ ou un permis de travail avant de pouvoir suivre des cours de francisation gratuitement. Et pour ça, dépendant de la situation, il n'y a pas tout le monde qui a le permis de travail ou le CSQ à temps pour prendre avantage de ces cours-là. En termes côté objectif emploi, vous savez probablement que la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes indépendants à travers le Québec qui gèrent ces programmes-là. Et le MIFI donne de l'argent, il finance ces organismes, aide aux immigrants pour embaucher des conseillers pour aider les gens avec l'insertion au marché du travail. Encore une fois, c'est juste notre expérience. Nous, nous avons passé par deux de ces organismes-là. Il y avait des conseillers qui n'étaient vraiment pas très bien formés, probablement mal équipés, mal qualifiés. Ils ne répondaient pas nécessairement quand on les appelait pour avoir une mise à jour sur le dossier. Et il y avait aussi beaucoup de conseillers qui démissionnent assez souvent. Je pense que ma femme, elle avait une ou deux conseillères qui ont démissionné. Pour ça, c'est difficile pour un autre conseiller après de prendre le relais. Ma femme travaille dans le domaine de la construction. Elle était architecte au Guatemala. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'avec ces centres-là, les conseillers ne savent pas quelles sont les étapes à suivre pour les métiers réglementés. Nous avons reçu, heureusement, plus d'infos des conseillers d'accompagnement Québec, qui est directement avec le MIFI, mais avec les organismes, pas vraiment. Ils ont aussi supposé d'avoir une base de données, base d'emploi avec les employeurs qui cherchent à embaucher des immigrants, mais aussi ça n'a pas marché. Donc, il semble qu'il y a peut-être des lacunes peut-être entre le MIFI et le gouvernement et tous ces organismes à but non lucratif. Personnellement, je ne sais pas quelles sont les solutions. Peut-être qu'on a besoin d'un organisme de contrôle qui peut vérifier l'avancement et la qualité des conseillers, qui peut faire le suivi pour être certain que les immigrants qui sont dans ces programmes-là sont réussis dans la carrière. Je sais pour certains, parce que c'est quelque chose que ma conseillère m'a dit, qu'il ne peut pas fermer les dossiers avant que cette personne-là soit placée dans un emploi de leur profession. C'est-à-dire que moi, je travaille en relations publiques, je devais prendre un emploi dans une boulangerie juste pour avoir un salaire alimentaire au début. Puis elle m'a dit que ça ne comptait pas. Donc, ils ont laissé mon dossier ouvert. Donc, ils devraient avoir ces données-là pour savoir combien de temps ça prend pour les immigrants de réussir dans leur profession, ou si ça prend beaucoup de temps, ou s'ils ne réussissent pas finalement. Mais peut-être ça serait une bonne idée de regarder les données pour déterminer encore une fois où sont les lacunes et qu'est-ce qui peut être mieux fait pour les aider avec la réussite dans leur carrière. Aussi les gens qui connaissent un peu comment fonctionnent les métiers réglementés, qui peut être un processus extrêmement complexe ici au Québec.
Effectivement, justement, au sujet des organismes réglementaires, dans le cadre de la réforme que l'on a présentée au printemps dernier, on resserre en fait la collaboration qu'il y a entre le gouvernement et les différents organismes réglementaires pour être certain que ça ne crée pas de mauvaises surprises et que déjà le processus de reconnaissance et d'analyse en fait qui doit être effectué par l'organisme réglementaire soit débuté avant que la personne arrive, de telle sorte que les choses sont claires pour l'une et l'autre partie. Donc, merci d'avoir partagé vos commentaires. Madame la Présidente, je vais céder la parole à des collègues. Merci, Madame la ministre. Alors, je cède la parole à la députée de Iberville. Il vous reste 6 minutes 12 secondes. Parfait, merci beaucoup. Vos témoignages sont vraiment touchants. Je suis moi-même mère de 3 jeunes enfants. Là. Je peux imaginer le stress occasionné par les longs délais là, de réunification. Merci aussi de l'avoir partagé avec nous récemment. J'ai accompagné avec la députée de Vimont, Madame la ministre, dans les rencontres régionales sur l'immigration. Et puis, on a pu témoigner un petit peu partout dans chacune des régions aussi la réalité des femmes et des enfants au Québec, d'immigrants. Et puis, je pense qu'il faut mettre de l'avant aussi leurs besoins particuliers. Madame la ministre a eu un intérêt là-dessus. Puis déjà, elle est en action, puis on a des solutions qui sont transversales au gouvernement, entre autres. Je sais que Madame la ministre, avec la ministre de la Famille, se sont unis pour mettre sur pied des haltes garderies, par exemple, puis qu'il y a des plans aussi pour, de manière plus ludique, mettre les tout-petits en contact avec la langue française au travers le jeu, par exemple. Donc, je sais que ma question ne pose pas directement sur le regroupement, mais quand même sur les familles qui sont récemment arrivées au Québec. Que pensez-vous de ces mesures-là qui sont mises en place? En fait, ces mesures-là, elles sont très bonnes. On parle de l'intégration, de tout ce qui a rapport avec les écoles, les garderies et tout. Nos enfants, ils vont aller à l'école en français. Moi, par exemple, j'ai pas encore d'enfants parce que on n'est pas physiquement ensemble, de un, et de deux, on n'est pas de manière permanente, donc on ne peut pas envisager d'avoir des enfants dans cette situation-là. Mais dès que le moment se présentera, on aura des enfants, ils vont parler français, portugais et anglais. Donc, déjà, trilingue, c'est un atout en tant que personne de parler 3 langues. Et le fait que le Québec met beaucoup d'emphase sur les programmes d'intégration, sur les écoles, sur les garderies et tout, pour aider les jeunes enfants et tout, c'est vraiment important que nos enfants puissent bénéficier de ces choses-là. Parfait. Puis, Madame Cindy, vous êtes en plein dans le milieu. Donc, quelle est vos opinions? Écoutez, oui, tout à fait, je suis dans le domaine et les recherches le prouvent que les enfants ont besoin donc de socialiser dès le plus jeune âge, donc effectivement de pouvoir mettre l'emphase sur les haltes garderies, sur bien évidemment le préscolaire, ce sont des stratégies gagnantes pour les familles immigrantes, tout à fait, pour permettre la francisation dès le plus jeune âge. Donc oui, Parfait. Je suis en accord avec ces stratégies. Trouvez-vous que ce qu'on fait en termes de francisation et d'inclusion est suffisant pour les accompagnateurs? Généralement, par exemple, les femmes et les enfants, avez-vous des suggestions pour nous? Malheureusement, pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas forcément un sujet sur lequel je me suis penchée. Donc, c'est un petit peu difficile de donner une réponse tout de suite. De mon expérience, c'est sûr qu'au niveau de la francisation, l'article qui est sorti à la rentrée scolaire avec les difficultés donc, de pouvoir donner des places aux personnes pour la francisation, c'est sûr que c'est quelque chose qui choque et qui présente une donnée qui nous montre qu'il y a des choses à faire dans cette matière-là, à ce niveau-là. Mais malheureusement, pour les femmes et pour les enfants, ce ne sont pas des données que j'ai forcément sur les mains présentement. Parfait. Puis, au niveau des nouvelles initiatives de francisation, on sait qu'on a mis en place Francisation Québec au 1er juin avec, en fait, on a élargi les formules, les horaires, aussi la disponibilité même des cours, là, la façon dont on peut les transmettre. Puis, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensiez, par exemple, de la francisation outre-mer avant l'arrivée des immigrants? Alors, ça va être... C'est beau à voir sur papier, mais en réalité, c'est pas nécessairement facile à appliquer.
parce que pour bien s'intégrer dans une culture, d'apprendre la langue, il faut baigner dans la culture, il faut baigner dans le pays, dans la nation. Moi, par exemple, quand j'ai vécu au Brésil, avant d'aller au Brésil, j'ai appris du portugais. J'étais en contact avec mon mari, il m'a appris du portugais, j'étais en contact avec ses amis. J'apprenais des trucs sur YouTube, sur Internet, on a la technologie pour le faire. Mais c'est pas avant de vraiment habiter là-bas puis de vivre ma vie de tous les jours que j'ai maîtrisé la langue. Donc, oui, c'est important, je crois, de mettre en place un certain système pour faciliter, comme on pourrait dire, comme l'apprentissage de la langue avant de rentrer. Mais de là à expecter que les gens de maîtriser la langue de manière comme si c'était leur langue maternelle avant d'arriver, c'est très difficile. Il faut vraiment être dans la culture pour le comprendre. Parce que je voudrais rajouter... Ah, allez-y, madame. Oui, pardon, excusez-moi, je voulais rajouter parce que là, on parle déjà de l'intégration des gens qui ne sont pas encore là. Nous, vraiment, notre sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est les délais. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour les délais? On est conscient qu'il va y avoir plein de choses qui vont être faites pour nos conjoints ici et qui peuvent déjà progresser avant en français ou pour s'intégrer, mais nous, ce qui nous importe et qu'on s'est vraiment penché et qu'on a étudié, c'est les délais. Donc, ce qui est capable de faire le gouvernement pour baisser les délais et nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à baisser ces délais. Après, on est conscient que quand même, quand nos partenaires seront présents ici, ou moi-même, puisque je suis en interne, donc on est conscient que ça se fera très facilement puisqu'ils seront avec leur famille. Donc, ils pourront parler en français. Donc, c'est ça. C'était juste que je voulais recentrer un petit peu le peu de temps de parole que nous avons sur notre priorité numéro 1, qui est d'abaisser les délais. Merci. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à cette première portion d'échange avec les parlementaires. On poursuit avec les députés de l'opposition officielle, le député de Néligan, d'accord, pour une période de 12 minutes 23 secondes. Le temps est à vous. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour avocate. Je vais me permettre de vous saluer en premier lieu. Vous saluer pourquoi? Parce que c'est très beau de voir que quand il y a un enjeu de société, il y a des gens qui se mobilisent. Et ça, déjà, vous êtes en train d'envoyer un beau message que ça ne va pas. Et ça, on doit le prendre en considération. Donc, déjà, vous êtes en train de prendre le leadership nécessaire sur le regroupement familial. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les consultations, mais hier ou avant-hier, si ma mémoire elle est bonne, je ne voulais surtout pas avoir un débat de chiffres parce qu'il s'agit d'être humain. Oui. J'ai 12 minutes. Je sais c'est quoi votre agenda et vous méritez un temps de qualité. Vous savez, prenez le temps nécessaire pour parler des êtres humains qui sont derrière les chiffres que vous représentez, les drames que vous vivez, entendre qu'il y a des gens ou des femmes qui avortent, d'autres qui retardent leur projet de bébé, d'autres qui ne peuvent pas savoir s'ils doivent acheter une maison ou pas. Parfois, on peut être très rationnel, pragmatique avec l'immigration, mais des fois, il y a ce côté humain qu'on doit tout savoir. Alors, je vous cède la parole. Partagez avec les membres de la Commission vos réelles préoccupations. Et pourquoi aujourd'hui, on doit vous écouter, surtout quand il s'agit d'être humain. Si vous permettez, je vais prendre la parole parce que depuis le mois de juin, je suis en contact avec de nombreuses familles. Et comme je l'ai expliqué dans ma présentation, ce sont des histoires les plus dramatiques les unes que les autres que j'écoute, que j'entends. Pas plus tard qu'en fin de semaine, j'ai eu une femme du Sénégal qui est donc parrainée par son époux ici au Québec, en pleurs, en larmes, expliquant que son mari est au bord du suicide, qu'il a des pensées suicidaires parce qu'il est découragé par les délais. Il ne sait plus quoi faire, il ne se sent pas aidé ni soutenu. Donc, c'est une des histoires. J'ai quelqu'un qui attend depuis 2018, dont sa femme est au Maroc, qui a subi des conséquences en lien avec le séisme, qui se retrouve à la rue, qui ne sait plus quoi faire, a déjà parlé aux députés, déjà parlé au fédéral. Ça fait déjà maintenant, depuis 2018, donc a largement dépassé les 24 mois, et qui n'est toujours pas avec sa femme ni ses enfants.
Nous avons bien évidemment le cas de Lauriane qu'on a présenté, mais ce n'est pas la seule. Des personnes qui souffrent, qui ont des enfants, que les enfants grandissent sans leur père, des femmes qui accouchent à l'hôpital sans leur mari, des enfants qui connaissent leur père seulement à travers d'un écran de téléphone, des personnes qui ont des pensées suicidaires, qui souffrent d'insomnie, d'angoisse, pour lequel le site d'IRCC devient une obsession, à savoir quand est-ce qu'on va recevoir une réponse, quand est-ce qu'on va avoir un courriel pour savoir quand est-ce que ça va être notre tour. Et quand on voit des personnes de 2023 qui reçoivent leur résidence permanente avant les personnes de 2022-2021, ça aussi, ça n'arrange rien, strictement rien à la situation. Donc, tout mon été a été d'écouter des histoires de personnes qui souffrent, qui sont au bord de la dépression, qui me disent « je suis là, j'ai été choisie par le Québec, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas être réunie avec ma famille, avec les personnes que j'aime. Je n'ai qu'une envie, c'est de quitter le Québec. » Il y en a qui ont déjà quitté le Québec, qui sont partis en Ontario, qui sont partis au Nouveau-Brunswick et qui ont eu leur résidence permanente 1 mois après leur départ. Tandis que nous restons par choix au Québec et nous subissons ces quotas. Ouais, ça a été ça ma question, parce que pour le bénéfice des membres de la Commission, cette situation est unique au Québec. C'est juste au Québec que les délais, je les ai vus en ligne. D'ailleurs, je vous remercie pour votre campagne et continuez à la marteler. Il y a des gens qui ont reçu un message que la durée est passée de 18 à 24 mois. Nous sommes rendus à 24 mois aujourd'hui. Avec l'arriéré... Hein? Pardon, 24 et 25 mois. Ouais, 24 en externe, 25 en interne. Et 25 en externe, excellent. Donc, si je rajoute l'inventaire qui existe, avec le rythme de traitement de dossier, nous sommes sûrs, si quelqu'un veut avoir son conjoint ou sa conjointe avec lui, sur du 3-4 ans. Oui. C'est ça, hein? Oui. OK. S'il vous plaît, si vous étiez dans une autre province canadienne, pas le Québec, pouvez-vous éclairer les membres de la Commission, le délai sera de combien de jours? 6 mois, 8 mois, 12 mois, peut-être 15 mois. OK, maximum. donc max 12 mois. Et là, pour cerner l'enjeu du problème, c'est que vous êtes dans la catégorie des seuils, et c'est pour cela que la machine fédérale ne peut pas aller plus vite que ce que le Québec lui demande. Parce que ça, je vous invite à l'expliquer. Parce que les Québécois, quand on va leur dire, ça n'a aucun bon sens de briser des cœurs, de séparer des familles, de laisser séparer l'enfant de son père ou de sa mère, il n'y a personne qui va être d'accord. Mais les gens ne comprennent pas le processus. Ce n'est pas tout le monde qui est expert en immigration. Donc, expliquez pourquoi vous payez les frais et vous payez un prix que vous n'avez pas cherché. Ce que vous avez fait, c'est avoir quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie qui était de l'extérieur. C'est la seule chose. Mais là, quand vous arrivez à cette bureaucratie, vous payez les frais et le prix des seuils. Je vous laisse si vous voulez répondre. J'ai quelque chose en plus à rajouter parce que je voulais répondre à Madame la ministre tantôt quand elle parle des travailleurs qui peuvent venir avec leur conjoint avec un permis ouvert. Ce n'est pas possible de demander juste un permis ouvert quand on est résident permanent ou citoyen pour son conjoint et sa conjointe que l'on vient de rencontrer. Donc déjà aussi, ça c'est une aberration. On ne peut même pas être regroupé comme ça. Alors qu'on est citoyen canadien. Moi, par exemple, je suis mariée à un born and raised in Québec. Sorry, pardon pour mon français. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça. Mais je n'ai pas pu demander un permis de travail ouvert juste parce que je l'avais épousé. Donc ça aussi, ça fait partie des aberrations. Parce que, donc oui, un étranger, un travailleur qualifié qui a été choisi par le Québec, lui peut venir avec femme et enfants, alors que nous, citoyens et résidents permanents du Québec, nous n'avons pas l'opportunité de faire ça. Je voulais juste rappeler ça aussi parce que ça fait partie des choses importantes du débat aussi qu'il y a ici. Et je suis désolée, je me suis perdue dans la question, donc je crois que Cindy a le fil. Donc, pour vous répondre, Monsieur Déragi, merci pour cette question. Donc, effectivement, avec le quota de 10 600 qui est pour l'année 2023, dès qu'on dépose une demande de regroupement familial, on rentre dans un système qu'on appelle de loterie cachée, déguisée,
et c'est une file d'attente interminable. Donc, effectivement, IRCC reçoit des directives de la province, donc il y a un maximum de 10 600 qui doivent traiter pour l'année 2023 et malheureusement ne peut pas dépasser ce nombre-là. Je vais vous arrêter là. 10 000 par année sur des seuils. 10 600 sur des seuils soit 50 ou 60 000. L'inventaire est de combien maintenant? Alors, malheureusement, maintenant, nous n'avons pas cette donnée, mais nous savons qu'au mois de mai, il y avait 36 800 dossiers qui étaient sur le bureau. C'est ce qu'un groupe, tu me confirmes, hein, c'est ce qu'un groupe disait hier, c'est aux alentours de 30 000, 36 000. Si on prend uniquement ces chiffres, parce que moi je vais juste comprendre, ramener vos doléances aux membres de la commission, c'est ça notre rôle. Ce que vous demandez, et je l'ai vu, augmenter le seuil dans la catégorie du regroupement familial afin de traiter l'ensemble des demandes ayant déjà reçu un CSQ. Ça, c'est une demande urgente. Mais j'aimerais bien vous entendre sur les arriérés. Est-ce que c'est normal de laisser les gens séparés pendant 3 ans? Moi, je pense que c'est inacceptable. S'il y a un problème bureaucratique, il faut le régler. Il faut le régler très rapidement. Deuxième... Oui, c'est ça pour que... Oui, pardon. Allez-y, pas de problème, allez-y. Non, mais c'est pour ça que notre deuxième demande, justement, est faite quand on aura réglé cet arriéré. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est de nettoyer cette ardoise qui est là, des gens qui attendent. Et après, effectivement, c'est d'établir un seuil qui soit assez grand pour que l'on puisse traiter les demandes comme le reste du Canada en 12 mois. Donc, on ne parle pas vraiment de quotas, mais on parlerait quand même de quelque chose qui est donc juste sur, nous, des temps de délai de 12 mois. On ne veut pas parler de quotas, on veut juste parler de 12 mois. Déjà, imaginez-vous être séparé de votre femme, de vos enfants pendant plus d'une année, de ne pas faire les fêtes de fin d'année encore cette année-là. Ici, là, c'est vraiment compliqué. C'est ça, nous, notre vraie doléance, au final. Oui, donc là, il y a le délai de 12 mois, mais s'il vous plaît, moi, avant d'aller sur le futur, j'ai un problème à régler à court terme. Le problème que j'ai, c'est que j'ai 30 000. Ces 30 000, c'est un énorme poids sur vous, sur les familles que vous représentez. Vous dites que dans votre mémoire, le collectif regroupe 300 familles. Mais j'en suis sûr et certain que... Oui, allez-y. Je pense que c'est le point que vous alliez apporter. Vous êtes sûr et certain que le nombre a déjà beaucoup plus augmenté. Oui, nous sommes déjà passés à plus de 500 familles. Et n'oublions pas que nous avons été créés au mois de juin. C'est un collectif extrêmement jeune, mais nous sommes déjà, entre juin et septembre, on a déjà 500 familles qui nous suivent et qui attendent des résultats. Au nom de votre groupe, au nom de ces familles, Québec Réunifié, moi je formule la demande officielle à ce que Madame la ministre, son équipe travaille avec le gouvernement fédéral très rapidement parce que ça n'a aucun bon sens. Moi, j'en suis sûr et certain, personne autour de la table ne va entendre que des cœurs brisés et que des gens avortent à cause d'une séparation. Moi, je ne pense pas que quelqu'un va rester insensible à une séparation pareille. Je pense que nous avons tous les moyens de régler ce problème. Comme nous étions capables de penser autrement pour le PEC, pensons à vous, pensons à ces gens qui sont séparés, chacun de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, une fois ça c'est réglé, l'inventaire est réglé, avec la question des seuils avec le fédéral, ce que vous demandez, c'est que dorénavant, pour les futures demandes, que le Québec et le fédéral respectent le délai qui était même avant de 12 mois. Donc, revenir à ce qu'on avait avant, parce que ça marchait avant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Bon, ça marchait avant la COVID, oui. Ça marchait même dans le passé, ça marchait même dans le passé, le regroupement familial. Écoutez, moi j'ai terminé mes questions, mais je vais prendre quelques minutes pour vous dire merci pour votre beau travail. Vous avez une voix à l'Assemblée nationale. On va continuer à marteler ce message d'injustice à l'égard de ces familles séparées. Et vous pouvez toujours compter sur nous et de ramener vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Merci à vous quatre. Merci. Merci. Alors, cette période d'échange avec l'opposition officielle est terminée. On va finaliser le tout avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris la parole de façon très courageuse aujourd'hui, mais aussi la semaine dernière. Vous étiez dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, donc merci beaucoup.
Je vous remercie, mais vous ne devriez pas avoir à être là. Hein? C'est très clair, vous ne devriez pas être obligé d'être ici. Ça devrait être évident. Ça devrait être réglé déjà. Vous devriez pouvoir être au boulot en ce moment, à enseigner à nos enfants notamment, et vous ne devriez pas avoir à prendre congé et vous expliquer pour ce qui est si essentiel, pour ce qui est si clair. Par ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, qui seraient intéressés, je souligne que je parraine votre pétition soutenant vos revendications qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes des centaines à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Toutes les familles nous écrivent aussi, alors je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Je voudrais revenir, comme vous l'avez fait, sur ce que Mme la ministre a souligné tout à l'heure par rapport au programme économique, puis intégrer ou inclure des personnes à charge. Vous l'avez très bien dit. Il faut être résident permanent ou citoyen canadien pour parrainer. On ne peut pas avoir une demande économique en cours. Les programmes économiques, ça n'a aucun rapport avec la réunification familiale. Sincèrement, je sais que la ministre est très bien entourée. Je ne la comprends pas, cette explication-là. Ça ne tient pas la route. Des Québécois sont séparés de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs époux, et seul le Québec est responsable de ça, en raison de ses seuils. Leur détresse est immense, votre détresse est immense. Madame la ministre se dit sensible, mais en même temps, c'est elle qui a tout le pouvoir entre ses mains pour corriger la situation. On est les seuls au Canada à séparer des familles aussi longtemps. C'est vraiment tragique. Il y a des vies qui sont en suspens, vous l'avez dit, des projets de famille qui sont retardés. Vous avez parlé de la détresse, de la déprime, des frais. C'est vraiment troublant. 25 mois pour le Québec versus quoi? 10 mois dans les autres provinces. Et quand on sait qu'il y avait en mai 36 000 demandes en attente, peut-être aujourd'hui 40 000, je ne sais pas, on peut penser que les délais vont monter à 36, 40 mois. Et ça, juste de penser que 24 en ce moment, c'est la pointe de l'iceberg, c'est vraiment très troublant. C'est beaucoup trop long. Sur son site, Immigration Canada dit, et j'ouvre les citations, « En raison de l'accord Canada-Québec, si vous désirez habiter à Québec, au Québec, le gouvernement du Québec doit aussi traiter votre demande. Le délai de traitement indiqué est donc différent pour cette province. » C'est la seule province qui a cette mention-là. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu IRCC jeter le blâme comme ça. C'est parce que la situation est grave. J'ai pratiqué dans ce domaine du droit pendant des années et je n'ai jamais vu ça. Donc, j'espère sincèrement que quelque chose va être fait. Vous lancez un cri du cœur. Moi aussi, j'en lance un cri du cœur, bien sincèrement. C'est terrible. J'espère que vous serez entendus sincèrement et je vous laisse la dernière minute qui nous reste pour vous adresser directement, en conclusion, à Mme la ministre. OK. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour votre soutien. Je faisais partie des personnes qui étaient là la semaine passée à l'Assemblée nationale. Et voilà, je pense que vous avez tout dit. Vous avez compris qu'on est sur un cri du cœur. Cindy, Rydia, Kyoshi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez là. Je voudrais rebondir sur un point. On parle beaucoup de 24 mois, de 36 mois, mais c'est important de savoir que le moment ne commence pas au moment de déposer la demande. C'est vraiment au moment où on prend la décision d'immigrer. Donc, 24 mois, c'est un faux délai. On rajoute des années auparavant. C'est important de le comprendre, c'est important de le prendre en note. Et nous sommes ouverts à travailler avec le gouvernement pour apporter de vraies solutions aux familles qui sont dans le désespoir, qui sont au bord du suicide. Je le rappelle parce que c'est la réalité dans laquelle nous sommes présentement. Oui, c'est l'une des raisons pourquoi j'ai fondé ce collectif-là. En fait, c'est que quand j'ai vu les délais qui ont été mis à jour sur le CDRCC, ben là, déjà de un, c'était un coup de poing dans la face. Gros choc, dépression. Je savais pas, il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Moi, ça fait 15 mois que j'attends. Il n'y a même pas un agent qui a signé à mon dossier. Je dois malheureusement vous arrêter. Tout le temps que nous avions pour cette audition vient de passer. Il me reste à vous remercier pour l'apport à nos travaux. Vous souhaiter une bonne fin de journée. Et pour les membres de la commission, je suspends jusqu'à 15 heures, si ma mémoire est bonne. Bon dîner.